avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Prends ma main et marche, elle ne croyait pas au miracle, jusqu'à ce jour-là. Madison Keller avait autrefois été une étoile montante dans le monde du droit. Diplômée major de sa promotion à Columbia, elle avait à peine 30 ans et déjà son nom circulait dans les grands cercles de Manhattan. Elle impressionnait autant par son éloquence que par sa rigueur, rien n'échappait à son esprit affûté. Chaque mot prononcé dans une salle d'audience était pesé, calculé, imparable. Elle défendait les causes les plus complexes, entreprises accusées de discrimination, lanceurs d'alerte traqués, femmes invisibilisées par la justice, et sortait presque toujours victorieuse. Dans son bureau de verre au 27e étage d'une tour de Midtown, elle avait affiché une citation qu'elle lisait chaque matin. La vérité n'a pas besoin de miracle. Elle a besoin d'arguments. C'était toute sa philosophie. Elle ne croyait qu'en la logique, la science, la loi. Dieu, la foi, les anges, les miracles, pour elle, ce n'étaient que des inventions pour apaiser les faibles. Une béquille psychologique. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait James, son fiancé, un chirurgien prometteur au regard franc. Elle avait un avenir tout tracé, des projets, une ascension fulgurante. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais tout s'effondra le 12 octobre 2020, à 8h16 du matin. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu éclatant, l'air vif, et Madison portait une veste beige sur mesure, une mallette en cuir souple à la main. Elle marchait d'un pas rapide sur la 5e avenue, en route pour une audience capitale. Elle allait défendre une jeune femme congédiée pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel dans une grande entreprise de technologie. Elle était concentrée, relisait mentalement les points de sa plaidoirie. Elle n'entendit pas les cris. Elle ne vit pas le SUV noir débouler à toute vitesse après avoir grillé un feu rouge. Le choc fut violent. Son corps fut projeté contre un réverbère, sa tête heurta brutalement le bitume. Les témoins diront plus tard que la voiture semblait voler, comme si une force aveugle avait déchiré le monde. Le noir. Le vide. Le silence. Quand elle rouvrit les yeux, 2 semaines avaient passé. Tout était blanc. L'odeur d'antiseptique. Le bourdonnement des machines. Des voix basses. Une lumière froide. Elle sentit à peine ses doigts bouger, mais rien en dessous de la taille. Juste un néant. Puis vinrent les mots du médecin, posés sans anesthésie. Madison. Vous avez une lésion complète de la moelle épinière. La rupture est irréversible. Vous ne pourrez plus marcher. Un silence s'installa en elle. Ce n'était pas un cri, ni une larme. Juste un silence épais, total, comme une pièce où l'on vient de couper l'électricité. Elle resta figée. Les mots ne pénétraient pas encore. Mais dans son cœur, un monde venait de s'écrouler. Les mois suivants furent un enfer, lent et implacable. Les médecins tentaient de la rassurer, de lui parler de reconstruction, de nouveaux repères. Mais chaque mot sonnait creux. Madison ne voulait pas de nouveaux repères. Elle voulait son ancienne vie. Son corps. Sa vitesse. Son autonomie. La rééducation fut une torture. Chaque jour, des exercices douloureux, des espoirs déçus. Pas une sensation. Pas un frisson. Rien. Un vide froid là où il y avait autrefois mouvement et puissance. Sa famille, d'abord présente, finit par s'essouffler. Les silences au téléphone s'allongeaient. Les visites s'espaciaient. Chacun semblait désarmé face à sa colère muette. Et puis il y eut James. Elle avait tant espéré qu'il tienne bon. Mais il baissa les yeux, un soir d'hiver, assis au bord de son lit d'hôpital. « Je t'aime, m'a dit. Mais je ne peux pas vivre avec une version brisée de toi. » Puis il partit. Elle passa près de 6 mois dans un centre de rééducation à Baltimore. Chaque jour ressemblait à l'autre. Les couloirs trop blancs. Les sons mécaniques des fauteuils roulants. Les visages résignés. Elle les regardait tous faire des efforts. Progresser. Tomber. Recommencer. Elle ne bougeait pas. Les mains crispées sur les accoudoirs. Les yeux vides.
Elle n'écoutait plus les kinés. Elle ignorait les messages. Elle éteignait son téléphone. Un jour, elle jeta la photo de son diplôme. Un autre jour, elle brûla une lettre de James. Elle s'était convaincue d'une chose, la Madison d'avant était morte le 12 octobre. Et ce qu'il restait, n'était qu'une enveloppe vide. Un après-midi d'hiver. La neige tombait lentement sur Baltimore comme une couverture silencieuse. Depuis la fenêtre de sa chambre, Madison observait les flocons se poser sur les toits du centre, sur les branches nues des arbres, sur les rampes d'accès en métal glacé. Tout semblait figé, comme elle. Même le temps avait ralenti. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un entre ce jour-là. Elle avait demandé qu'on la laisse tranquille. Les infirmières obéissaient d'habitude. Mais la porte s'ouvrit tout doucement. Aucun badge. Aucun dossier à la main. Juste une silhouette discrète. Une femme noire d'une 50aine d'années. Le regard paisible, presque lumineux. Un visage sans maquillage, buriné par les années et la douleur, mais empreint d'une tendresse désarmante. Son sourire n'était pas celui des soignants, forcés, professionnels, c'était un sourire qui disait « Je te vois ». Même dans ton silence. Même dans ta colère. Elle ne portait pas de blouse blanche, ni de badge. Juste un pull beige en laine épaisse, un vieux foulard vert enroulé autour de son cou, et des chaussures usées par la marche. « Bonjour Madison. Je m'appelle Eliana Brox. » Madison détourna à peine les yeux. « Vous n'êtes pas médecin. » »« Non. Je suis ce qu'on appelle ici une coach de réadaptation émotionnelle. » »« Une psy avec un nouveau nom, donc. » »« Pas tout à fait. Je ne donne pas de diagnostic. Je ne prescris rien. Je suis juste là pour t'accompagner, si tu me laisses entrer. » Madison soupira. « Je ne crois pas à ces trucs. » Elle voulait que sa voix soit tranchante, mais elle manquait d'énergie. Son ton tomba entre l'agacement et le désespoir. Eliana ne se vexa pas. Elle avança sans bruit jusqu'au bord du lit, s'assit lentement sur la chaise en coin, et tendit la main, paume ouverte. « Tu n'as pas besoin d'y croire. Il suffit de me laisser t'offrir ma main. » Madison la fixa, incrédule. « Pourquoi faire? Tu veux que je la prenne? Tu penses que si je la touche, un miracle va se produire? Que je vais me lever et marcher, c'est ça? » Eliana sourit doucement. « Pas aujourd'hui. Mais peut-être un jour. Et ce jour-là, tu comprendras que ce n'était pas ma main que tu as saisie, mais la tienne. Ta propre vie. » Le silence s'installa. Long. Dense. Eliana ne bougea pas. Elle ne dit rien d'autre ce jour-là. Elle resta assise, paisible, les mains sur les genoux, simplement là. Une présence. Pas une promesse. Puis elle se leva, et dit avant de sortir. « Je reviendrai demain. Si tu ne veux pas me parler, je resterai en silence. Mais je ne te laisserai pas sombrer seule. » Et elle revint. Le lendemain. Puis le jour suivant. Et encore après. Toujours sans insister. Elle apportait parfois un café, parfois un livre, parfois une simple couverture. Elle s'asseyait sans faire de bruit. Et peu à peu, Madison s'habitua à cette ombre douce dans un monde trop blanc. Eliana ne parlait pas de Dieu. Jamais de religion. Elle ne récitait ni versets ni mantras. Elle ne cherchait pas à convertir ou consoler. Elle racontait. Des histoires. De vraies histoires. Un jour, elle parla de son fils, Marcus, mort à 19 ans dans une fusillade absurde. Une victime collatérale. Un autre jour, elle parla de la dépression qui l'avait clouée au lit pendant 2 ans, au point de vouloir en finir. Un autre encore, elle parla du cancer qu'elle avait vaincu, non pas comme une héroïne, disait-elle, mais comme une naufragée qui avait fini par trouver un morceau de bois pour ne pas couler. Elle parlait sans honte. Sans filtre. Sans pitié. Et chaque mot trouvait lentement une place dans les fissures invisibles de Madison. Un jour, Eliana apporta une petite pierre plate, polie, d'un gris bleu profond. Elle la déposa avec douceur sur les genoux immobiles de Madison. « C'est une pierre de Jéricho, dit-elle. Une amie me l'a rapportée il y a des années. On dit qu'elle vient de là où les murs sont tombés. Les murs de peur.
D'orgueil. De douleur. Madison fronça les sourcils. Tu veux que je la lance contre un mur? Eliana sourit. Non. Je veux que tu la gardes. Et quand tu sentiras, un jour, que quelque chose en toi commence à se fissurer, pas ton corps, mais ce mur autour de ton cœur, serre-la dans ta main. Et écoute. Écoutez quoi? Le silence qui te parle. Celui qui précède la renaissance. Elle se leva et sortit. Madison garda la pierre. Elle la regardait parfois en silence, dans le creux de sa paume. Elle ne l'avouait pas, mais elle avait commencé à attendre ses visites. À guetter cette silhouette familière qui entrait chaque jour, avec ce calme étrange. Comme si Eliana appartenait à un autre monde. Un monde où tout n'était pas encore perdu. 2 avril 2022. La nuit avait été étrange. Madison s'était réveillée à plusieurs reprises, sans savoir pourquoi. Chaque fois, elle avait le cœur battant, la respiration haletante, comme si quelque chose l'appelait. Des images floues se mêlaient à ses songes, sa mère qui chantait pour elle, des éclats de rire d'enfance, le bruit de la mer, un vélo rouge abandonné sur le sable, puis, une chute. Toujours cette chute. Et un cri qu'elle ne parvenait pas à émettre. Quand l'aube commença à poindre, filtrant à peine à travers les stores gris de sa chambre, Madison sentit quelque chose. Une sensation infime. Presque imperceptible. Comme une vague de chaleur, un courant léger dans ses jambes. Elle resta immobile, le souffle coupé. Elle n'osait pas bouger, de peur que ce soit une illusion. Mais ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un souvenir. C'était maintenant. C'était réel. Une chaleur douce, vivante. Elle ferma les yeux, serra la pierre de Jéricho dans sa main, et appuya lentement sur le bouton d'appel. L'infirmière arriva rapidement. Puis un médecin. Ils la testèrent. L'examinèrent. La palpèrent. Vous avez de la fièvre? Non. Douleur? Fourmillement? Pas exactement. C'est comme une présence. Mais les examens ne révélèrent rien. Aucune anomalie. Aucun signal électrique inhabituel. Les spécialistes repartirent avec des sourcils froncés, des carnets de notes et des hypothèses prudentes. Quand la chambre redevint calme, Eliana entra. Elle n'avait pas de sac, pas de dossier. Juste son regard calme, comme celle savait déjà. Tu as senti quelque chose, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix basse, presque comme une confidence. Madison hocha lentement la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux sans qu'elle puisse les retenir. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Alors elle ouvrit simplement la main, et montra la pierre. Eliana s'approcha, posa sa paume contre celle de Madison, refermant ses doigts autour de la pierre. Alors c'est aujourd'hui. Un silence suspendu. Prends ma main. Et marche. Madison hésita. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses tempes. Sa gorge était nouée, sa respiration saccadée. Tout en elle criait, c'est impossible. Mais il y avait aussi une autre voix. Une voix lointaine. Une voix d'enfant. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps, et si? Elle tendit lentement la main vers Eliana. Leurs doigts se touchèrent. Se lièrent. Eliana ne la tira pas. Elle ne força rien. Elle se contenta de rester là, ancrée, stable, solide comme une racine dans la terre. Madison prit une inspiration tremblante. Puis, d'un geste presque animal, instinctif, elle glissa ses pieds vers le bord du lit. Ses orteils touchèrent le sol. Elle ferma les yeux. Et se leva. D'abord en vacillant. Ses jambes étaient fragiles, minces, comme si elle redécouvrait le poids du monde. Mais elle la tenait. Elle la tenait. Un pas. Puis un autre. Ses genoux fléchirent, elle pensa tomber, mais Eliana ne la lâcha pas. Regarde-moi. Continue, dit Eliana calmement. Elle avança. Chaque pas était un séisme. Chaque mouvement, un miracle. Les sons autour d'elle s'effacèrent. Il n'y avait plus que ses pas, ses jambes qui bougeaient, son souffle haletant, et les yeux d'Eliana, immobiles, profonds, remplis d'une paix surnaturelle. Les infirmières, qui passaient dans le couloir,
s'arrêtèrent net. Une d'elles cria. Docteur Evans. Venez vite. Les pas résonnèrent. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des blouses blanches accoururent, incrédules. On appela d'autres médecins. Certains prirent des photos. D'autres restèrent figés. L'inimaginable se produisait devant eux. Mais Madison, elle, ne voyait rien d'autre qu'Eliana. Elle avança encore, les bras tendus comme une enfant qui apprend à marcher. Son cœur pleurait. Son corps tremblait. Elle ne disait rien. Elle vivait. Et dans ce silence sacré, un murmure passa entre elles, inaudible aux autres. Ce n'est pas ma main que tu as prise, Madison? C'était ta propre vie. Quelques semaines plus tard, Madison fut invitée à la télévision nationale. C'était une émission du soir, très regardée, tournée à New York. Le plateau était baigné d'une lumière dorée, feutrée, presque irréelle. Les téléspectateurs, déjà captivés par la rumeur d'un miracle médical inexpliqué, attendaient la parole de la femme que l'on croyait condamnée au fauteuil roulant et qui, pourtant, était entrée en marchant, soutenue par rien d'autre que ses propres jambes. Face aux journalistes vedettes, Madison gardait un calme presque sacré. Elle parlait lentement, pesant ses mots. Sa voix n'était plus la même qu'autrefois dans les tribunaux, elle était plus douce, plus profonde, habitée d'une lumière que même la caméra semblait percevoir. À un moment donné, l'animateur posa la question que tout le monde attendait. Et cette femme, Eliana Brox? Celle qui, selon vos mots, vous a tendu la main au moment où vous étiez au bord du gouffre. Qui est-elle? Une thérapeute? Une guérisseuse? Une ancienne patiente? Madison sourit. Elle regarda brièvement la caméra, puis baissa les yeux. Je l'ignore encore. Le journaliste parut surpris. Comment ça? Vous ne savez pas qui elle est? J'ai demandé à voir son dossier, son contrat, même une photo. Rien. Elle ne figure sur aucun registre du centre. Aucun soignant ne se souvient d'elle. Le personnel administratif affirme qu'aucune Eliana Brox n'a jamais travaillé là. Un silence tomba sur le plateau. Peut-être avez-vous rêvé. Madison releva les yeux, sûre d'elle. J'ai marché. Ce n'était pas un rêve. Elle ajouta, avec une voix chargée d'émotion. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, quelqu'un est entré dans ma vie, m'a regardé sans pitié, m'a parlé sans chercher à me sauver, et m'a simplement offert sa main. Puis, presque en murmurant, elle cita cette phrase qui la hantait encore. Ce n'est pas ma main que tu as prise, c'est ta vie. Après cette interview, la presse, les chercheurs, même certains religieux se mirent à enquêter. Mais il n'y avait aucune trace d'Eliana Brox dans les bases de données nationales. Pas de sécurité sociale, pas de permis, pas de photos, pas de témoignages, rien. Certains pensèrent à une visite divine. D'autres à un délire post-traumatique. Mais Madison n'essaya jamais de convaincre qui que ce soit. Pour elle, ce mystère n'avait pas besoin d'être résolu. Il devait simplement être honoré. Elle abandonna le droit. Non pas parce qu'elle rejetait la justice, mais parce qu'elle voulait désormais la servir autrement. Elle vendit son appartement de Manhattan, coupa les ponts avec les mondanités et fonda une organisation à but non lucratif. The Brox Foundation, un réseau d'accompagnement pour les patients paraplégiques laissés pour compte par le système. Elle voulait offrir ce qu'elle avait reçu, une présence. Un regard. Une main. Un espoir sans promesse. Elle écrivit un livre, qu'elle intitula « Prends ma main et marche ». Ce n'était pas un manuel, ni un traité médical. C'était un récit. Un chant d'amour, de douleur, de renaissance. Le livre fit le tour du monde. Il fut traduit en 23 langues. Certains lecteurs pleurèrent en silence. D'autres témoignèrent de guérison, de réconciliation, de renaissance inattendue. Mais chaque année, en secret, Madison revenait à Baltimore. Elle ne prévenait personne. Elle n'accordait aucune interview. Elle descendait au même petit hôtel près du centre, commandait un café noir, et marchait lentement jusqu'au vieux banc près de la fontaine. Là, elle s'asseyait quelques minutes. Parfois sous la neige. Parfois sous la pluie. Puis,
Silencieusement, elle déposait une pierre blanche sur le banc. Toujours la même forme. Toujours polie à la main. Elle en commandait des centaines, toutes gravées d'un simple mot à peine visible. Croix. Elle les laissait là. Pour la prochaine âme en ruine. Pour celle ou celui qui oserait tendre la main. Pour celle ou celui que le monde aurait abandonné, mais qui trouverait cette pierre comme une réponse muette, venue d'un ailleurs inconnu. Et puis elle repartait. Sans bruit. Un peu plus vivante à chaque visite.